Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau programme Dialogue Libre. Je précise que Dialogue Libre est une production de la fondation allemande Friedrich Naumann pour la liberté. Le thème de ce premier numéro de Dialogue Libre, c'est Coronavirus, l'Afrique d'après. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Madame Sophie Konaté. Elle est la responsable du bureau Côte d'Ivoire de la fondation Friedrich Naumann. Bonjour Madame Konaté. Bonjour. Professeur Séraphin Prao, vous êtes économiste et enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis docteur Ngoron Bangali, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent-Guédé à Daloa. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Alors je dois préciser qu'avec moi, Madame Konaté va co-animer ce rendez-vous Dialogue Libre. Et bonjour à tous. Alors si la crise sanitaire du coronavirus a ébranlé le monde, elle a surtout désorganisé sur les 5 continents notre mode de vie, nos économies. Tous les pays du monde payent un lourd tribut à cette pandémie qui n'est toujours pas terminée. Alors, professeur Prao, comment comprendre la surprise de notre continent face à ce coronavirus? Pourtant, nous n'en sommes pas à notre première crise sanitaire liée à un virus. Merci. En fait, le thème ou le mot surprise, ça vous gêne un peu? Ça me gêne un peu parce que c'est finalement le monde, tout le monde entier qui a été surpris par effectivement le coronavirus. Et nous un peu plus, non? Et nous un peu plus, pourquoi? Parce que l'Afrique disposant de moyens légèrement inférieurs aux autres pays du monde, ça veut dire les pays développés, les pays africains n'ayant pas, je vais dire, les infrastructures sanitaires et hospitalières de qualité comme les pays développés, bien entendu, il va sans dire que face à une telle surprise, je veux dire, enfin, le virus à corona, bien entendu, la capacité ne sera pas la même de réaction, je veux dire. Mais pour vous dire, monsieur le journaliste, en France, un grand pays comme la France a été incapable de distribuer, je dis, des masques, des simples masques qui se vendent à 1 centime en Chine. La France a été incapable de distribuer à ses compatriotes. Ça, c'est beaucoup plus dû à un problème d'organisation au Non, départ. la capacité de production des masques en France était de 6 millions par semaine. Or, il fallait effectivement que déjà les spécialistes, les médecins, les infirmiers aient déjà les masques pour pouvoir nous soigner. Et c'était un problème. Il a fallu attendre 2 mois pour que le secteur technique de production puisse monter en régime. La France a dû, comme tous les pays d'ailleurs, faire appel aux masques chinois. Prenez à côté encore l'Espagne. En Espagne, nous avons vu sur les plateaux de télé des malades couchés à même le sol. Qui l'ont cru? Du jamais vu. En temps normal, vous ne verrez jamais les Occidentaux quand même, en Espagne, en Italie, en France et ailleurs, dans une telle situation. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis, nous l'avons vu. Nous avons vu en Italie, les Italiens étaient dans une situation de catastrophe sanitaire, à telle enseigne que les Italiens ont fait appel à l'Union européenne. Non seulement à l'Union européenne, à la Russie, mais aux médecins cubains. Donc, face à cette maladie, de grâce, c'est vrai que l'Afrique, nous sommes très pauvres, c'est vrai que nous sommes très négligents sur certains bords, mais là, je pense que on a fait quand même un peu plus. Vous voulez dire que l'Afrique a su développer une vraie capacité de résilience? Une capacité de résilience. Regardez bien les statistiques, c'est pas moi qui les donne. Hein. Le 16 juillet 2020, c'est-à-dire il y a 4 jours, je vous donne exactement les chiffres, l'Afrique comptait 627 304 cas confirmés, dont 13 781 personnes décédées. Mais en France, une personne sur 4 000 a été touchée, 3 fois plus aux États-Unis. Regardez ce qui se passe au Brésil, où les gens meurent comme des poussins. C'est pour vous dire que je pense que c'est vrai que nous sommes pauvres, mais je pense que le tsunami de décès qui a été annoncé par l'OMS lui-même, par la bouche de son directeur, n'a pas eu lieu. Docteur Bangali. Pour une simple raison, c'est qu'au début, ce virus, dans sa présentation de 2019, était, disons, une nouveauté, totalement inconnue. Donc, il fallait partir sur la base de tâtonnement pour collecter des éléments de connaissance progressivement sur le virus.
Et donc, on avait affaire à un ennemi qu'on avait identifié déjà, c'était déjà quelque chose de l'identifier, mais dont on ne cernait pas tous les contours de l'évolution, tous les cycles de diffusion, on ne cernait pas forcément les moyens dont ce virus se transmettait d'une personne à une autre. Jusqu'à ce jour, il y a encore un débat au niveau de la société de connaissances scientifiques sur est-ce que le virus se transmet par l'air ou encore c'est de façon manuportée. Et donc, la récurrence de ce débat-là prouve qu'il y a toujours ce processus-là de constitution de la connaissance concernant cette maladie. Et en plus de cela, l'Afrique a été par le passé, c'est vrai, exposée à d'autres virus comme Ebola. Et donc, il y avait un dispositif de prise en charge qui existait. Mais ce dispositif était limité à la prise en charge d'un certain nombre de cas. Alors, lorsqu'on a affaire à Ebola, on a affaire généralement sur des camps de prise en charge à 300 cas, 200 cas, 500 cas au maximum. Et aujourd'hui, on se retrouve, ne serait-ce même que pour un seul pays comme la Côte d'Ivoire, à 12 000 cas. Pour des structures de prise en charge au niveau de l'aéroport qui n'ont pas une capacité qui dépasse juste la dizaine. Donc tout était à reconstruire aussi à ce niveau-là. Il fallait construire la connaissance de la maladie, mais aussi construire des infrastructures de prise en charge. Et repenser donc la stratégie. Madame Sophie Konaté. Oui, professeur Prao, c'est vrai qu'on a l'impression que l'Afrique a tiré des leçons des expériences asiatiques et européennes notamment, mais on a quand même aussi l'impression qu'il y a une forme de négligence ou de légèreté dans le respect des mesures barrières et des restrictions qui ont été dictées par le gouvernement, alors qu'on a un système de santé qui est assez fragile, donc c'est assez inquiétant. Et à votre avis, qu'est-ce qui explique le taux assez faible de contamination? Parce que si le virus se comportait en Afrique comme il s'est comporté en Europe, on serait face à des millions, je pense, de personnes contaminées. Et les Africains, en général, ils sont très négligents, il faut le dire, de façon structurelle d'ailleurs. On peine à respecter les institutions, c'est-à-dire les normes établies, parce que pour notre pays, par exemple, moins de 10% de la population ivoirienne respecte les mesures barrières. On ne respecte pas les mesures de distanciation, même pendant le couvre-feu. Il y a les Ivoiriens qui se payaient le luxe de braver effectivement les mesures de restriction. Donc vous avez raison de ce point de vue. Maintenant, en ce qui concerne effectivement les cas très faibles en Afrique, je pense que je peux citer d'abord premièrement la jeunesse de la population. En Afrique, la population est jeune. Et quand vous voyez même la pyramide des âges, vous voyez que le bas il est très large et le haut il est fini. C'est-à-dire qu'il y a moins de vieux. Or, en Europe, puisque la population 65 ans et plus est très grande, cette proportion de la population a plus de pathologies, donc susceptible, n'est-ce pas, de pouvoir mourir en cas de contamination. Deuxièmement, ce que nous pouvons apporter comme preuve par rapport à cette capacité de résilience, c'est le fait qu'en Afrique, les populations se déplacent moins. Hein? Vous voyez le commerce intra-régional, regardez au niveau de la CEDEAO, moins de 15%, exactement entre 12 et 13% au niveau du commerce intra-régional. Ça montre que les flux, les biens et services et les flux des humains est moindre par rapport aux pays développés. Ce qui explique. Et troisièmement, c'est le facteur température qu'on peut avancer comme une des raisons qui explique un peu cette capacité de résilience. Il a dit, docteur Bengali, il a dit qu'on n'a pas trop de connaissances sur cette maladie, mais il y a quelques petites études qui montrent que, par exemple, en hiver, les gens souffriraient beaucoup plus et dans les pays comme les nôtres, les pays chauds, la maladie résisterait moins. Donc ça peut être un facteur qui expliquerait un peu le nombre de décès relativement faible par rapport à ce qui avait été annoncé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, docteur Bengali, on a bien vu aussi la complexité d'agir de nos dirigeants face à cette crise qui est venue balayer un certain nombre de certitudes. On nous disait, on a fait beaucoup d'efforts pour construire des hôpitaux, des dispensaires, mais face à ce virus, tout ça est fragilisé. Mais s'il y avait des certitudes, c'est que ce sont des fausses certitudes, parce qu'il faut faire parler les indicateurs. Par exemple, on sait aujourd'hui que malgré les efforts que nos gouvernants prétendent avoir faits, on sait aujourd'hui que pour 10 000 habitants en Afrique, 10 000 potentiels malades, il y a seulement 2 médecins, contre
32 en Europe. Donc il y a un écart quand même de 30 médecins pour prendre en charge 10 000 personnes. Et puis quand on parle d'hôpital, ce n'est pas seulement le bâtiment et les murs, c'est le plateau technique, surtout. Surtout. Et lorsque l'épidémie éclate et qu'on a fait l'état des lieux des respirateurs, dans des pays où on prévoyait un nombre de malades estimés en 100 milliers, on ne dépassait jamais plus de la vingtaine de respirateurs. Donc, dans ce genre de situation, je pense qu'il faut un peu gratter ce vernis-là. C'est juste des slogans politiques à but électoraliste, mais la réalité est tout autre. Voilà. Quand 10 000 personnes doivent être prises en charge seulement par 2 médecins, vous comprenez qu'on ne peut pas faire de miracle. Il est tout à fait évident. Quand vous avez un hôpital, et je vais dire de haut niveau, du type CHU d'Europe, qui a le budget de tout un pays africain, le budget annuel de tout un pays africain, on ne peut pas faire des miracles avec ça. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. De la nécessité de créer un écosystème sanitaire, parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire des murs d'hôpitaux. Parce que quand on parle d'écosystème sanitaire, ce sont des industries de fabrication de produits pharmaceutiques, ce sont des industries de construction de l'appareillage médical, et en plus, bien sûr, des hôpitaux. Et donc, il faut aujourd'hui créer un écosystème sanitaire. S'il faut aménager des couloirs verts pour détaxer carrément les intrants et tout ce qui est matériel médical pour faciliter, bien sûr, la constitution de cette réforme de notre système sanitaire. Alors, cette crise sanitaire est certainement grave et elle est surtout dévastatrice pour nos économies. La croissance économique de 7,5% espérée, par exemple, pour la Côte d'Ivoire avant le coronavirus a chuté à environ 3%. Ceux qui payent un lourd tribut à cette crise économique, ce sont les petites entreprises qui attendent l'aide salvatrice de l'État. Nous en avons suivi une il y a quelques jours. Je vous propose de regarder ce reportage. C'est une petite entreprise dans la tourmente. Il y a 4 mois encore, à la mi-journée d'un jour ouvrable, le parking de ce complexe de restauration était pris d'assaut par des clients qui venaient se restaurer. Aujourd'hui, la crise sanitaire est passée par là, provoquant ainsi plus de 50% de baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise. En raison du corona, normalement, c'est une salle qui est habilitée à prendre une 50aine de personnes. Mais en raison du coronavirus, on a disposé les tables et les éléments de telle sorte que la distance, les différentes mesures soient prises pour pouvoir répondre à la lutte contre le coronavirus. Il est un peu plus de 13 heures et à la cuisine, on n'a servi que 3 commandes depuis le matin. Le glacier est carrément à l'arrêt avec ses congélateurs vidés par la crise. On était à l'intérieur du glacier. Là, on a la terrasse. Malgré tout, Martial Sando espère une reprise prochaine et projette même d'ériger ici une paillote. Il faut dire que la pandémie a freiné jusque-là son élan d'investissement. C'était quelque chose qui était prévu avant le début de la crise du corona. Vu qu'avec la crise du corona, il y avait beaucoup de mesures sociales à prendre. Donc, on ne pouvait pas injecter de l'argent dans quelque chose qui n'allait pas être rentable aussitôt. Une bonne partie des agents est contrainte au chômage technique aujourd'hui. C'est la boulangerie qui porte à bout de bras l'activité du complexe. C'est la boulangerie qui fait tourner la maison aujourd'hui. Maintenant, on essaie, on ne dit pas que les autres ne fonctionnent pas, mais de façon vraiment de façon ralentie. Le restaurant qui représentait le cœur de l'activité du complexe est aujourd'hui mal en point, quand bien même l'initiative de la livraison à domicile reste une sérieuse option. Pour redresser la pente, tout le personnel ici espère un coup de main de l'État. Ce qui nous fait espérer, c'est que de toute façon, l'État est là pour tous ses concitoyens. Elle est là pour soutenir tous ceux qui sont dans des difficultés économiques, difficultés sociales, difficultés morales. L'État accompagne tous ceux-là. Martial Sando vit donc d'espoir comme seule solution provisoire à son tourment d'entrepreneur, l'angoisse du lendemain chevillée au corps. Alors, on a regardé notre reportage. Notre jeune entrepreneur croit en l'État dans un pays à économie libérale. Ça peut surprendre, Madame Konaté.
Oui, effectivement, puisque dans une économie libérale, on s'attend à une intervention à minima de l'État, puisqu'on laisse l'individu, son talent, ses capacités agir pour qu'il puisse avoir toute la liberté de mettre en place ses projets, de créer son entreprise, de la gérer comme il le souhaite et de créer de la richesse et de l'emploi. L'État met en fait en place un cadre et puis à l'intérieur duquel l'individu agit librement. Donc oui, effectivement, dans une économie libérale, on s'attend à moins d'intervention de l'État, mais c'est vrai que nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle, avec des difficultés qui vont se présenter, des difficultés qui sont déjà là, très lourdes et très graves. Donc dans ce type de situation, on attend aussi une réaction, en tout cas de l'État, pour aider les entrepreneurs et pour aider une économie qui est certainement en péril. Docteur Bangali, on est dans une économie libérale et voilà, on attend tout de l'État. C'est paradoxal, non? Le paradoxe vient du fait que le libéralisme en Afrique est un libéralisme des façades. Un libéralisme des façades où les différentes entreprises qui animent la vie économique sont elles-mêmes confrontées à un problème de confiance du système bancaire. Donc quand le mode de capitalisation par le système bancaire ne suit pas, parce que l'essentiel des acteurs sont dans le secteur informel, parce que dans l'élément que nous avons vu, tout porte à croire que cet entrepreneur-là appartient plus au secteur informel qu'au secteur formel. Les banques prêtent facilement et soutiennent facilement les entreprises du secteur formel, et c'est toute une autre gageure pour ce qui concerne les acteurs du secteur informel. Donc, quand ces acteurs ne peuvent pas compter sur les banques, je ne crains qu'il ne leur reste que l'État. Voilà. Professeur Prao. Oui. Bon, en fait, il ne faut pas voir le débat de ce point de vue en disant que dans un système libéral, est-ce que l'État doit intervenir? Madame Konaté a bien dit en disant que dans un système libéral, l'État intervient, mais à minima. Mais c'est quoi ce à minima? Voilà. Le minima, c'est ça. Logiquement, Keynes, John Maynard Keynes, qui est le pape quand même, le brillantissime économiste anglais, grand défenseur du système capitaliste, a dit, pour que le système capitaliste marche sur ses deux pieds, il faut que l'État, de temps en temps, agisse lorsque le secteur privé n'arrive pas, est en difficulté. Et dans le cas d'espèce, c'est ce qui se passe. Voilà une violente crise que l'économie mondiale subit. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, déjà, le taux de croissance prévu était de 2,4%, mais nous allons être dans une récession entre moins 2,1 et 5,1. Quand vous prenez par exemple au niveau de notre zone UEMOA, techniquement on devait être à 6,6 points, mais là nous serons à 2,7%. Le cas de la Côte d'Ivoire que vous avez dit, c'était annoncé que nous ayons un taux de croissance de 7,2 points, désormais c'est 3,6 exactement. Donc nous avons le recul de la production. Vous voyez, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'État fait? Nous sommes une économie largement dominée par, effectivement, les petites et moyennes entreprises, dont le secteur informel ou formel, mais à une échelle très faible, comme nous venons de voir dans votre reportage. Et donc, l'État, bien entendu, dans une réplique vis-à-vis de cette crise-là, doit, et tous les États du monde, en France, par exemple, la France a dégagé 100 milliards d'euros. Et la Côte d'Ivoire? Et la Côte d'Ivoire a dégagé 1700 milliards de francs CFA, dont 250 milliards qui devaient revenir effectivement à ce secteur-là. Donc, l'opérateur, il ne demande pas l'aumône, il demande juste que... de quoi faire tourner. Juste que l'État vienne à son secours pour relancer la machine économique, car c'est au profit et au bénéfice des États de le faire. Alors, est-ce qu'on connaît réellement l'ampleur de cette crise économique aujourd'hui? La crise est vraiment violente. Quand vous voyez, par exemple, au niveau des pays d'Afrique subsaharienne, prenez les pays dont l'économie dépend fondamentalement du pétrole. Aujourd'hui, le prix du pétrole a baissé de façon drastique. Vous avez un pays comme l'Angola, un pays comme le Gabon, un pays comme le Nigeria. C'est l'Algérie également aussi qui compte essentiellement pour le compte de ses finances publiques sur ce pétrole. Et comme le prix du baril du pétrole ayant baissé, ben voilà, il y a un assèchement des finances publiques.
Donc, du coup, s'il y a un assèchement des finances publiques, bien entendu, cela va impacter négativement la croissance. Vous prenez le secteur de la restauration, le secteur de l'aviation aéronautique. Ces secteurs ont été violemment touchés. Or, ce sont des secteurs vitaux pour nos économies. Donc, il va sans dire que le coronavirus va impacter négativement les économies africaines. Ça veut dire que aussi la dette de nos pays va exploser. La dette va exploser. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, vous savez qu'il y avait un moratoire qui a été demandé en faveur des pays, des 77 pays pauvres, dont les pays africains. La dette se situait aux alentours de 765 milliards de dollars, dont 365 milliards pour les pays africains. Et sur cette somme, on devait payer le service à 44 milliards. C'est-à-dire 44 milliards qu'on devrait payer comme service de la dette. C'est-à-dire que les intérêts et le capital échouent. Mais, lorsque mon collègue l'a dit, face à cette pandémie, il faut dépenser des milliards pour pouvoir faire face parce qu'on n'y avait pas pensé avant. Vous voyez que, bien entendu, vous êtes obligé d'aller sur les marchés financiers, chercher de l'argent à faire face à cette situation. Donc, au sortir de cette crise, qu'on espère très rapide d'ailleurs, ou bien pour bientôt, je pense que la facture va être très salée pour les pays africains car il y a un grand risque de surendettement pour les pays. Je dis surendettement parce que pour des pays qui étaient déjà endettés. Alors, professeur Prao, nos États financent aujourd'hui la riposte face à cette crise. Est-ce que nos États pensent déjà à financer la relance économique? Parce que c'est deux choses différentes. Deux choses différentes, oui. C'est vrai que la riposte, c'est juste dans une situation de court terme, mais également, il faut financer aussi la relance, c'est-à-dire la reprise, puisque nous sommes en récession. Et la récession, c'est quoi? C'est une baisse de la production des biens et services. Mais il faut que la production reparte comme c'était avant. Donc, par conséquent, et c'est pourquoi d'ailleurs, je suis d'accord avec le monsieur de votre reportage, il faut que les États, effectivement, financent massivement, comme ça s'est fait aujourd'hui en France, comme ça s'est fait en Allemagne, comme ça s'est fait aux États-Unis. Dans tous les pays développés aujourd'hui, il faut penser à l'après-Covid. Comment faire tourner à nouveau les usines et nos industries. Et pour ce faire, je pense qu'en Côte d'Ivoire, dans le plan de l'ex-premier ministre Amadou Koulibaly, il y avait une partie, effectivement, relance. Il y avait une partie riposte vis-à-vis de la maladie et une deuxième partie de 1700 milliards qui devait relancer la machine économique. Docteur Bangali, on a comme l'impression que malgré tout ce que les États font aujourd'hui, ça reste infime. Ce soutien à la riposte, ce soutien à la relance. On peut le dire parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le portefeuille qu'on accorde à la gestion de cette crise n'est pas proportionnel aux besoins, mais plutôt proportionnel aux capacités de chaque État. Quand vous prenez le soutien que les États-Unis apportent à leur économie et que vous le comparez au soutien que la Côte d'Ivoire apporte à son économie, c'est 500 fois moins. Donc, déjà, il y a ce problème-là de solvabilité de nos différents États qui eux-mêmes sont impactés, sont aussi les premières victimes de cette crise. Parce que quand on a un État qui vit avec un tiers de ses entrées sur la base des recettes douanières au niveau de l'intensité des activités de transit portuaire, on a fermé les différentes frontières pendant X mois et il y a un assèchement déjà au niveau des revenus de l'État lui-même. Et si c'est cet État encore qui doit puiser dans ses réserves pour venir au secours du secteur privé, il est clair que l'État le fera, mais dans une proportion moindre. Alors, mais en plus de ce que ce soutien-là est dans une proportion moindre, il y a aussi le fait que ce soutien ne va pas toujours aux sociétés, aux entreprises qui ont le plus besoin d'assistance. On l'a vu dans le cas des 5 pays africains, les premiers portefeuilles qui ont été dégagés ont profité d'abord à des grandes entreprises qui avaient des entrées au niveau du pouvoir en place. De sorte que le secteur informel qui est le plus impacté, le secteur informel en Afrique, c'est la restauration, c'est l'hôtellerie, c'est aussi les petites boîtes de voyage, les sociétés, les agences de voyage qui sont les plus impactées, n'ont pas vu la couleur d'un seul franc. Et donc, ça fait partie du problème. Non seulement le portefeuille n'est pas proportionnel aux besoins, mais en plus, il ne va jamais aux bonnes personnes. Ça veut dire que ce n'est pas bien réparti? Absolument pas. Alors, le coronavirus, c'est donc une crise sanitaire grave
qui se double d'une crise économique, est-ce qu'il nous impose aussi un nouvel ordre mondial? La particularité quand même concernant l'ordre mondial, c'est qu'il y avait déjà un conflit commercial, une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui était déjà engagée depuis les années 2018, où la Chine essayait d'imposer son multilatéralisme à l'unilatéralisme américain qui dominait sans partage le monde jusqu'à ce qu'il y ait l'émergence de la Chine en tant que puissance commerciale et économique. Alors, le coronavirus ne va servir que d'accélérateur. Donc venir attiser cette compétition qui existait déjà. Donc la tension sera plus forte encore. Absolument, parce qu'à l'origine, il y a eu, je dirais, le conflit autour de la 5G, qui opposait les enjeux de la 5G, qui opposaient déjà, qui avaient déjà achevé de tendre les relations. Alors les États-Unis, à travers une série de sanctions, avaient presque réussi le coup parfait à tordre la main à la Chine, et puis un coup, il y a eu ce virus qui a mis tout pratiquement à plat. De sorte que pour les Américains, ils ont eu l'impression qu'au moment où ils s'apprêtaient à prendre le dessus, la Chine a sorti, je dirais, une carte secrète. Et donc, forcément, pour eux, dans leur compréhension des choses, c'est que ce virus est forcément un virus entre griffes chinois, pour emprunter le mot au lexique de Donald Trump, parce qu'ils estiment que c'est sorti au moment où ils avaient réussi pratiquement à tordre le bras à la Chine. Donc, du coup, ça va jouer encore en termes de radicalisation de position dans cette compétition dans laquelle les deux puissances sont engagées. Professeur Prao, quel rôle pourrait jouer l'Afrique dans ce nouvel ordre mondial dont parle Dr Bangali? Au niveau économique, l'Afrique est très marginalisée au niveau du commerce international. Nous ne représentons que 2% du commerce international, puisque notre spécialisation est primaire, parce que les pays africains n'exportent que des matières premières à faible valeur ajoutée. Pour notre pays, par exemple, c'est le café et le cacao. Vous prenez le Sénégal, c'est l'arachide, phosphate au Togo, l'uranium au Niger et le pétrole. Donc, c'est ce qui a fait qu'effectivement, nous avons une part très faible dans le commerce international. Mais là, ce que vous oubliez, c'est qu'au niveau de l'économie mondiale, quand même, l'Afrique est un réservoir de matières premières. Et pour que les usines tournent ailleurs dans les pays développés, c'est ce qui lui pose problème. C'est vrai, mais on a besoin de nous. Et je vous dis, c'est vrai que mon collègue a dit qu'aujourd'hui, il y a toujours eu un combat, pour ne pas dire une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. La Chine vient de prendre le dessus, puisque nous avons vu que c'est vrai qu'on dit que c'est un virus chinois, mais je pense que la Chine sort vraiment victorieuse, je veux dire, de ce combat. Voilà les États-Unis, un grand pays, premier pays, complètement laminé, humilié même à la limite, il faut le dire, humilié. Quand vous voyez le nombre de morts aujourd'hui aux États-Unis, les États-Unis ressemblent même à... Écoutez, c'est comme si nous étions en 1918, 1919, lors de la Première Guerre mondiale, etc. C'est une situation vraiment humiliante. Or, aujourd'hui, lorsque vous prenez l'avion, vous voyez à Bruxelles, à Paris, les Chinois qui sont dans des combinaisons. Ils montrent que nous avons dominé la maladie, nous dominons l'économie, nous dominons tout. Donc, et à côté de la Chine, vous avez également aussi la Russie qui vit aussi en puissance, puisque la Russie aussi monte aussi en puissance. Et à côté de la Russie, je pense, la forte capacité de résilience des Africains nous remet aussi l'Afrique aussi dans le Conseil des Nations. Et donc, désormais, pour moi, il faut qu'on compte avec l'Afrique. Regardez, monsieur le journaliste, nous avons montré que nous pouvons résister face à une telle crise. Nous avons proposé, par exemple, au Sénégal. Je relativise quand même parce qu'on n'en est pas encore au Sénégal, par exemple, le Sénégal, un pays africain, propose aujourd'hui un test à $1 qui donne le résultat en 10 minutes. Vous prenez un pays comme le Ghana, etc., aussi qui fait pareil, avec le cas l'Artemisia de Madagascar. Je pense que l'Afrique va ressortir un peu grand après cette crise, à mon humble avis. Docteur Bangali et moi... Chéri, sur la question de la place, le rôle que l'Afrique pourrait éventuellement jouer. Il faut savoir aujourd'hui que la crise commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine est une opportunité pour les autres pays. Et cette opportunité, c'est que les États-Unis ont donné des consignes à leurs entreprises de délocaliser la production des consommables du marché américain qui sont produits en Chine. La Chine qui est un peu comme l'usine du monde entier, ont donné les consignes pour que ces entreprises-là délocalisent leur production à l'extérieur de la Chine. Évidemment, les premiers à bénéficier de cette mesure, ce sont les autres pays de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le Vietnam, l'Indonésie. Mais le problème, c'est que la Chine, aujourd'hui, a 166 millions
d'ouvriers qualifiés. Et quand on prend un pays comme le Vietnam, ils ont à peine 10 millions à tout casser. Alors, le principe, c'est qu'au-delà de ces partenaires historiques tels que de l'Asie du Sud-Est, tels que les Philippines, tels que l'Indonésie et puis le Vietnam, il faut prospecter d'autres terrains où on peut aller démonter carrément et réinstaller le modèle de production ailleurs d'autres qu'en Chine. Voici aujourd'hui le défi auquel sont confrontés les Américains. Et si vous avez remarqué, absolument 2 mois avant le déclenchement de la crise, pour la première fois, le secrétaire d'État américain, depuis l'avènement de Trump au pouvoir, qui avait choisi de ne pas avoir de politique africaine, d'ignorer royalement le continent africain, a fait sa première tournée. Et il fait sa première tournée, il va en Éthiopie. L'Éthiopie qui est la tête de ponte, le pays sur lequel la Chine se positionne pour conquérir le reste de l'Afrique. Il va aussi en Angola et il va également au Sénégal. Donc le monde lusophone, le monde francophone, qui n'avait pas en dehors de ses alliés, anglophones. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont obligés de rebondir, de faire partie de leur production hors de la Chine. Et aujourd'hui, ils sont en train de prospecter là où ils peuvent aller l'implanter. Il y a les partenaires de l'Asie du Sud-Est, mais l'Afrique aussi a sa carte à jouer à ce niveau-là. Mais cette crise fragilise nos institutions régionales parce qu'elle impose des solutions nationales. On a vu en Europe. Alors, est-ce que, en cela, on peut dire cette crise va permettre aux États de mieux s'affirmer plutôt que de confier leur destin à des entités supranationales? Je ne pense pas, je ne crois pas à un retour en arrière, pour la simple raison que ce qui n'a pas marché, ce n'est pas le multilatéralisme structurel, ce n'est pas la structure même des organisations supranationales, mais c'est plutôt le défaut de moyens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réponses communes qui avaient été déjà pensées à l'avance, qu'il fallait exécuter. Alors qu'on sait que ces grandes organisations fonctionnent sur le principe qu'on mette un process en place sur lequel on s'accorde, et quand la situation se produit, on active automatiquement le process qu'on avait déjà préétabli. Généralement, ces organisations multilatérales ont misé surtout sur les domaines économiques où ils ont décidé de mettre leurs compétences ensemble et mettre en place des process. C'est le cas, par exemple, des monnaies uniques. C'est le cas du marché. On se rend compte périodiquement pour évaluer et puis mettre à niveau la réponse commune au niveau de l'espace commun, au niveau de la monnaie, mais on a oublié que c'est l'homme qui fait l'économie. Et aujourd'hui, avec cette crise, disons, la Covid est venue nous rappeler à l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie des gens qui compte aussi. Donc c'est vrai que l'économie, c'est important, la monnaie, le marché commun, c'est important, mais puisque c'est l'homme qui anime la monnaie et l'économie, il faut aussi intégrer le secteur de la santé dans les domaines de compétences de ces organisations où on pense une réponse commune, déjà préétablie, qui est fixée, et à chaque fois qu'on aura fait une crise, on n'a qu'à l'activer et la machine tourne simplement. Madame Konaté. Et donc, au sortir de cette crise, quel nouveau monde va émerger? Mais je pense que l'Africain a compris d'abord qu'il n'y a pas que l'Afrique qui peut souffrir ou bien être humiliée face à une situation comme on vient de connaître, même les États-Unis. Donc déjà, il y a un petit déclic. Les esprits sont un peu décolonisés, entre guillemets. Et aujourd'hui, les intellectuels sont au Sénégal, ils ont déjà commencé, où on met en place un comité de réflexion stratégique, ce qui ne se faisait jamais dans les pays africains. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui va changer premièrement d'abord au niveau de l'école. Aujourd'hui, par exemple, toutes les universités se mettent aujourd'hui, je vais dire, à l'enseignement à distance. Ce qui est normal ailleurs, aujourd'hui, ça s'impose à nous. Donc désormais, le mode d'apprentissage déjà va changer. Désormais, je pense que nous allons faire un effort pour renforcer les systèmes sanitaires, pour pouvoir faire face, en tout cas on espère, pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Je pense que nous devons également investir dans les chaînes de valeur internationales, surtout africaines. On a vu par exemple que dans une telle situation, quand les avions ne peuvent pas voler, même si vous avez la capacité financière pour pouvoir importer un bien, vous faites comment? Donc les Africains doivent investir puissamment dans les chaînes de valeur internationales, surtout africaines. Et puis, il faut que nous pensions intégration au niveau de la santé. Parce que c'est ce qui se fait en Europe. Aujourd'hui en Europe, la discussion se porte aujourd'hui sur l'Europe de la santé. Parce qu'on a misé, comme mon collègue l'a dit, sur l'économie en oubliant la dimension santé. Or, aujourd'hui, on a vu, dans l'est de la France, l'Allemagne est venue à voler au secours de la France
en acceptant quelques malades en Allemagne. Je pense que les Européens sont en train de penser à ça. Nous aussi, nous devons faire pareil. Au niveau de la santé, comment nous pouvons gérer, je vais dire de façon commune, ces questions de santé au lieu de les laisser à l'échelle nationale. Docteur Bangali, l'Afrique d'après-Covid, c'est quoi? L'Afrique d'après-Covid, pour ne pas revenir sur ce qui a été déjà dit, c'est déjà qu'en Afrique, on reforme notre conception de l'espace vital. La conception de l'espace vital telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est l'espace physiologique où les corps interagissent. On va au travail dans un bâtiment, un meuble avec des collègues qu'on peut toucher. Mais aujourd'hui, il faut qu'on accepte qu'une entreprise, par exemple, a un espace vital numérique et puis un espace vital physiologique. De sorte que quand il y a une situation d'empêchement, on peut rester à la maison et de la maison être connecté à son travail et continuer d'exister et de produire. Mais tant que nous restons à cette conception archaïque de l'espace vital, ou pour se rendre au travail au plateau, ou encore, bon, le plateau existe au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, donc on peut utiliser le terme, pour se rendre au travail au plateau, il faut affronter 2 heures d'embouteillage. Ces 2 heures-là ont été perdues à ne pas produire. Alors, mais ne serait-ce même que si on fait entrer dans notre habitude cette conception réformée de l'espace vital, déjà ça nous fait gagner en efficacité, par exemple. De sorte qu'on puisse organiser les horaires de travail pour que le personnel d'une entreprise puisse tourner. Et c'est la même chose au niveau des universités. Il y a des tâches pour lesquelles on n'a pas forcément besoin de déplacer le monde. Et donc aujourd'hui, ce que ça va apporter premièrement à l'Afrique, et comme élément essentiel, c'est surtout de reformer la conception de l'espace vital. Deuxième chose, puisque l'Afrique aussi appartient à un monde, c'est qu'après chaque crise, on l'a remarqué, après les 2 guerres mondiales, il y a eu cette même montée en puissance, cette prise de conscience, qui a conduit d'abord à la création de la SDN, Société des Nations, pour la Deuxième Guerre mondiale à l'ONU et ses embranchements. Et puis pour l'alerte climatique, il y a eu les sommets sur le climat, les COP 21 et autres. Et donc, à chaque grand choc qui touche toute l'humanité, il y a donc toujours ce reflux-là, cette montée en puissance, de la prise de conscience que finalement, on était opposés les uns aux autres dans une compétition de conquête de tel espace économique ou géographique. Mais finalement, l'humanité, il faut aussi penser l'humanité comme notre maison commune. Et donc, on espérait que quand le temps viendra pour le monde de se réunir, l'Afrique ira aussi avec ses particularités pour contribuer à la construction de notre monde comme notre maison commune à tous. Le coronavirus a donc changé notre relation au travail, quelque part, Madame Collet. Oui, tout à fait. On s'est déjà tous, je pense, adaptés. On a tous été contraints de travailler depuis la maison. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas très simple au début puisqu'on n'était pas dans un contexte de travail, mais finalement, on s'est tous, je pense, très bien adaptés. Et puis, on a su trouver une organisation, peut-être pas forcément les mêmes horaires que les horaires de travail classiques, mais le travail a pu être fait en lien avec les collègues. Et je pense que ça va permettre de revoir notre manière de travailler, nos relations avec nos collègues, avec nos supérieurs. Et puis les réunions aussi, les réunions Zoom, c'était vraiment très utile. Plutôt que de se retrouver à 15, on commence en retard, un tel n'est pas arrivé, X vient en retard. Plutôt que de prévoir de grands déplacements pour se retrouver dans une salle pour faire une réunion, on fait une réunion sur Zoom et les informations passent. Ok, le virus a du bon. Alors, pourquoi nos intellectuels ne produisent pas assez? C'est l'impression qu'on a autour de cette crise. Nous avons posé la question à l'éditeur, écrivain et journaliste Michel-Alex Kipré. Pour lui, ce n'est pas parce que l'intelligentsia africaine est indifférente à ce qui se passe, elle en est tout simplement impuissante. Je vous propose de l'écouter et puis on va clôturer ces échanges. Je me permets une chose, c'est de ne pas être d'accord avec vous quand vous parlez d'indifférence. Vous dites quelque chose de juste, mais au niveau de l'intensité dans votre qualificatif, il y a une petite erreur. Je ne crois pas que ce soit une indifférence, c'est de l'impuissance. Ils ont conscience de ce qui se passe, ça les interpelle, ils ont envie de réagir, mais ils sont ligotés par leur trop grande réflexion là-dessus, par leur peur de leur passé historique qui pèse sur eux,
le poids de la colonisation, le fait que là où le blanc a échoué, ils ont du mal à réussir. Donc ils partent déjà défaitistes, ils partent déjà défaits et vaincus avant même de réfléchir, parce qu'ils estiment que la réflexion sur quelque chose qui est né en Chine doit venir soit des Chinois ou transiter par l'Italie, par la France, avant que la pauvre Afrique se mette à copier. Donc je ne crois pas que ce soit de l'indifférence. Je m'engage plutôt pour produire le mot impuissance. Ils sont impuissants. Quand vous parlez d'intelligentsia, ça me fait penser à deux choses. Il y a d'abord les intellectuels. Ceux-là qui, de façon naturelle comme ça, sont en nombre très réduit en Afrique. On n'est pas intellectuel facilement en Afrique. On est intellectuel qu'on a choisi de vivre dans la misère, qu'on a choisi d'être frappé d'ostracisme par sa propre famille, par sa chapelle politique, par sa chapelle religieuse. On est intellectuel quand on est disqualifié. C'est quelque chose qui est difficile à vivre dans un pays où les problèmes primaires sont encore à régler. Quand je parle de primaire, je parle de se nourrir, se vêtir. Donc être intellectuel, c'est un comportement assez suicidaire. On en est là encore. En plein XXIe siècle, c'est suicidaire d'être intellectuel. Quand j'élimine ce premier groupe, il reste le deuxième groupe de personnes qui est composé pour l'intelligentsia des cadres. Ce sont ceux-là qui ne prennent pas le cogito ergo sum, pour parler un peu comme des cadres, qui ne prennent pas la pensée comme mode de fonctionnement, qui veulent participer à la gestion de leur cité. Mais il se trouve que dans cette gestion de la cité-là, ils ont besoin de moyens. Ces moyens sont octroyés par le politique qui détient donc leur façon de s'organiser, de penser. Donc les cadres ici ne peuvent pas eux non plus réagir. Il reste quoi de votre intelligentsia? Plus rien. La production est infime, elle n'existe pas. Et au regard de ce que j'ai dit précédemment, il est très difficile, il ne doit pas être surprenant que des personnes n'arrivent pas à réagir face à une pandémie face à laquelle les Européens ont montré leur impuissance, je ne dis pas leur indifférence. Donc les Africains ne sont pas indifférents, ils sont tout comme les Européens. Dans le mimétisme total, ils sont impuissants. Alors, professeur Prao, on vient d'écouter Michel-Alex Kipré. Vous partagez son point de vue, son regard un peu très dur vis-à-vis des chercheurs. Oui, oui. Effectivement, je partage quand même un peu sa pensée, parce que j'ai même fait un papier dans lequel j'ai pris une position qui était un peu contre mes collègues, selon certains collègues bien entendu, où j'ai effectivement critiqué la paresse intellectuelle de certains chercheurs, parce qu'un chercheur d'ailleurs, comme son nom l'indique, il doit faire des recherches. Et pourtant, en général en Afrique, quand vous faites le bilan en matière de recherche, vous voyez que 5 ans après avoir recruté un assistant, logiquement, il devait être maître assistant. Il y en a qui vont à la retraite sans même être maître assistant. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'une partie de l'élite africaine est devenue paresseuse. Elle ne réfléchit pas. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Europe, vous voyez la quantité d'articles qu'on produit actuellement qui sortent des revues sur, effectivement, le coronavirus. Mais on n'en voit pas en Afrique. On n'en voit pas du tout. On me dira que non, parce que les laboratoires sont pauvres, etc. etc. Mais je pense que toujours à ce faible niveau-là, on peut quand même produire, faire quelque chose quand même. Donc je pense que M. Kipré, quelque part, n'a pas tort. C'est vrai que nous, les chercheurs, on pointe toujours du doigt la faiblesse des moyens, mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, pour ce que je sache, il y a une prime de recherche. Et cette prime de recherche-là, moi je connais des collègues qui prennent les primes de recherche et qui font des tontines avec des primes de recherche. Or, une prime de recherche, comme son nom l'indique, c'est pour payer les ordinateurs et consacrer à la recherche, ce qu'on ne fait pas. Quelque part, il a raison. Docteur Bangali, vous n'êtes pas de cet avis? Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la recherche se finance. C'est un peu la clé de la productivité scientifique. Il faut déjà penser le chercheur comme le bras scientifique de l'administration. Et au même titre que l'administration, pour fonctionner, a besoin d'un budget conséquent, eh bien, au même titre, les universités ont besoin, et les universités avec leur réseau de laboratoires ont besoin également d'être financées. Quand vous avez des instituts de recherche qui, pour budget annuel, n'ont pas plus de, je dirais, $2000,
Alors, il n'y a pas de quoi financer même la mobilité. Lorsque le chercheur se déplace d'un endroit à l'autre, avec un tel budget, on ne peut juste acheter qu'un ordinateur qu'on passe ses journées à regarder. On ne peut pas aller sur le terrain faire des enquêtes. Donc, j'estime qu'il faut repenser aujourd'hui la recherche et surtout le financement de la recherche. Il y a des modèles qui existent, occidentaux, où la recherche est annexée, est rattachée au secteur privé, qui a besoin des innovations des chercheurs et donc qui décaissent les fonds qu'il faut, quitte à ce qu'après que ces découvertes soient faites, il y a aussi un profit, une exploitation, dans le brevet d'exploitation, l'entreprise qui récupère quand même quelque part son investissement. Donc aujourd'hui, j'estime qu'avec la situation posée par la Covid, qui nous impose désormais de créer un écosystème sanitaire en termes de création sur place de l'appareillage médical, il faut à ce niveau-là créer des consortiums de financement de la recherche à l'endroit de certains domaines bien précis. Par exemple, vous avez à l'INPHB, pour parler de la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, là-bas, un laboratoire qui, en plein Covid, malgré, je dirais, les moyens limités, a présenté un prototype de système un respirateur. Et finalement, aujourd'hui, avec la capacité de cet institut-là, combien de modèles est-ce qu'ils peuvent dédoubler et à quel rendement, avec quelle rapidité? Donc, on a juste présenté 1 ou 2 modèles et puis après, ça s'arrête là. Donc, il y a un problème réel aujourd'hui de repenser le mode de financement, parce que c'est ça, c'est surtout qu'il y a une question, de repenser le mode de financement de la recherche de sorte à l'annexer avec des contributeurs privés pour booster un peu ce milieu-là. Ce qui serait important, c'est de pouvoir trouver les moyens de libérer les talents des chercheurs. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Je suis chercheur comme lui aussi. Donc, je suis d'accord, ça, pour dire que c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens, on ne donne pas tous les moyens qu'on veut, mais je dis, dans notre cas aussi, faisons un effort de recherche. Ce que je suis en train de dire, quand vous prenez par exemple le CNRA, le Centre national de recherche agronomique, voilà un centre qui fait la fierté en Côte d'Ivoire, madame. Quand vous prenez l'igname florido, toute cette variété de cacao, de café, etc., d'abord, le centre a été un centre qui a montré à la Côte d'Ivoire que c'était un centre sérieux. C'est alors que les financements sont venus non seulement de l'État de Côte d'Ivoire et puis de bailleurs de fonds. Quand vous prenez par exemple la France, vous prenez le professeur Raoult aujourd'hui, mais c'est parce que le professeur Raoult était l'un des meilleurs spécialistes sur ces questions de VUT qu'en 2007-2008, que Nicolas Sarkozy était obligé de financer à 80 millions d'euros aujourd'hui ce grand laboratoire en France. Je suis chercheur. Dans un premier temps, balayons devant notre porte, faisons un effort déjà de recherche, et c'est après que nous pouvons dire aux autorités pour dire, bon, nous, on fait un effort, vous aussi, augmentez l'enveloppe budgétaire qui viendra nous aider à faire. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est sur ces précisions qui méritent d'être mentionnées que s'achève ce premier numéro de Dialogue Libre. Merci à vous toutes et tous d'y avoir participé. Mercredi prochain, à la même heure, on se retrouvera pour un autre débat. Ce sera autour du thème « À quoi ça sert vraiment de voter ?» Merci, bonne journée à vous toutes et tous et à très vite.